Et c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vendredi, c'était la 5e journée d'audience. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et on parle ce matin du départ vers la Syrie, frapper des civils sur le territoire français. La cour d'assises s'est donc penchée vendredi sur le parcours des auteurs de l'attaque meurtrière dans l'église Saint-Étienne-du-Rouvray qui a coûté la vie au père Jacques Hamel. Et comme pour l'attentat du 13 novembre, que vous suivez également Michel, ce procès qui reprendra demain normalement, eh bien la Cour essaie de comprendre ce phénomène qui a ensanglanté notre pays et qui continue à le menacer. Et oui Christophe, avec ces questions qui se sont reposées comme pour l'attentat du 13 novembre, comment de jeunes hommes, de jeunes femmes, souvent en très peu de temps, en viennent à se radicaliser, à vouloir partir en Syrie, à perpétrer une attaque en France en invoquant l'islam. Cette question, vous le savez, hante la société française depuis qu'a commencé la vague d'attentats islamistes qui avait culminé en 2015-2016. Elle est aussi centrale, cette question, au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray commis par 2 jeunes hommes de 19 ans pour lesquels se trouvent dans le box des accusés 3 hommes, eux âgés de 19, 21 et 30 ans au moment des faits. Les auditions en effet de vendredi, au 5e jour du procès, ont commencé à apporter des éléments de réponse puisque dans la matinée, elle a été consacrée à écouter l'agent désigné comme 562 SI qui appartient à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Il n'était pas dans la salle mais intervenait pour des raisons de sécurité en vidéo, bénéficiant pour sa protection même d'un floutage du visage. Le policier va tenter d'expliquer, c'est sa théorie, le basculement entre 2 époques. D'abord celle où de nombreux jeunes sont partis rejoindre le territoire de Daesh dans la zone irako-syrienne que contrôlait le groupe djihadiste. Près de 1500 ressortissants français, faut-il le rappeler, dont un tiers de femmes sont partis entre 2013 et 2016, auxquels il faut ajouter 900 personnes qui ont tenté de partir sans réussir, ce qu'ils appellent leur hijra. Car les autorités françaises avaient pris des mesures pour enrayer les départs en coopérant davantage avec d'autres États, en particulier la Turquie, ce qui aboutit à de nombreuses interceptions. En fait, l'agent de la DGSI va évoquer une nouvelle forme d'action. Le talion, il utilise ce terme, frapper dans le cœur de l'ennemi en agissant en France. Et en 2016, 2 courbes se croisent, celle des départs en baisse et celle des attaques en hausse. Les auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray en sont l'illustration. Adel Kermiche, dont on va parler, a fait 2 tentatives de hijra en 2015. Abdelmalik Petitjean, son complice, a fait de même en juin 2016 en compagnie de l'un des 3 accusés présents au procès, Jean-Philippe Steven Jean-Louis, converti à l'islam, et tous 2 ont ensuite discuté d'une nouvelle tentative avec Farid Khelil, autre accusé présent. Alors la question qui se pose, Michel, c'est quels sont les ressorts mentaux de ces radicalisés épris de vengeance de hijra et de talion. Et si l'on suit l'agent 562 SI, ce serait ressentiment des jeunes gens quant à la situation en France, processus de victimisation, découverte solitaire et virtuelle de l'islam via Internet, fréquentation assidue des réseaux sociaux cryptés qui utilisent les djihadistes, créant un fort sentiment d'appartenance, culpabilité de ne pas vivre une vie conforme aux préceptes d'une certaine conception de l'islam entretenue à distance par des manipulateurs basés dans la zone irako-syrienne. Alors est-ce que le dénommé Rachid Kassim était justement un manipulateur ? Oui, c'est le 4e accusé du procès. Il était typiquement une cheville ouvrière de ce qu'on peut appeler le djihad décentralisé qui vise à déclencher une guerre civile entre occidentaux et musulmans. Rachid Kassim sera d'ailleurs jugé par défaut. Sa mort lors d'une frappe de drone américaine en février 2017 n'a pas été confirmée avec certitude, et son rôle de manipulateur, Christophe, ou d'influenceur, on pourrait dire ça comme ça, s'est aussi exprimé depuis le territoire français. Kermiche s'est beaucoup livré depuis le domicile de ses parents, et l'agent de direction centrale de la police judiciaire, qui a présenté l'enquête vendredi après-midi, a diffusé des enregistrements de la voix du jeune homme prônant la tuerie sur le message Telegram, une voix aux accents enjoués et effrayants, un peu comme Abaoud dans le procès du 13 novembre, lorsqu'il traînait les koufars avec son pick-up. Merci Michel, et à demain pour une nouvelle chronique.